la rétrospective de la semaine. C'est Maître Souleymane Ouedraogo de la partie civile qui a ouvert ce mardi le bal des plaidoiries. Dans sa plaidoirie, il commence par dire un mot à l'ensemble des parties à ce procès. Il remercie le parquet qui pour lui a consenti un effort afin que le procès se tienne. Au tribunal, il demande de rendre sa décision sans crainte ni gêne. À l'endroit des accusés qu'il dit vouer un profond respect, il signifie que malgré la douleur des parties civiles, elle ne crie pas à la vengeance mais demande plutôt la justice. Maître Souleymane Ouedraogo poursuit en indiquant que les parties civiles ont catégorisé les accusés en 3 sous-groupes. Ceux pour lesquels il n'y a pas suffisamment de charges, ceux qui ont choisi de se repentir et un dernier sous-groupe qui a décidé de tout nier malgré l'évidence des preuves. L'avocat plaide pour que le tribunal en tienne compte. Il a signifié que la décision du tribunal devrait inculquer aux militaires que le pouvoir se conquiert par les urnes et non par les armes. À son tour, Maître Prosper Farama retient qu'au-delà des hommes, c'est le putschisme en tant que courant politique qui est jugé. Un courant qui, selon lui, traverse le pays depuis belle lurette. C'est aussi, selon lui, le jugement d'une catégorie de militaires qui, par manipulation politicienne et embourgeoisement, a fini par oublier le sens du devoir de protéger son pays, même au prix de sa vie. Maître Farama voit également en ce procès le jugement d'une catégorie de politiciens ayant, selon ses dits, des idées réactionnaires. Son intervention sera focalisée sur le contexte social, politique et historique des événements de septembre 2015. L'avocat évoque pour commencer le soulèvement populaire du 3 janvier 1966 ayant conduit l'armée au pouvoir, puis les coups d'État du CMR-PN, du CSP 1 et 2, du CNR ainsi que le coup d'État du 15 octobre 1987. Pour Maître Prosper Farama, les événements d'octobre 1987 ont permis aux Burkinabés de découvrir un nouveau type de coup d'État où le président et plusieurs de ses collaborateurs sont tués. Il indique que le Front populaire usera de la violence pour asseoir son autorité. Prenant des cas de violence, l'avocat cite l'attaque du camp de la brigade d'intervention aéroportée à Koudougou, occasionnant des morts et la fuite de Boukari Kaboré dit le Lion. Cette expédition avait à sa tête, selon lui, le général Gilbert Diendéré. En 1989, Henri Zongo et Boukari Lengani sont accusés de coup d'État, jugés, condamnés à mort puis exécutés. En 1990, des étudiants sont réprimés sur le campus de l'université de Ouagadougou et un étudiant perd la vie au Conseil de l'Entente dirigé à l'époque par le général Gilbert Diendéré. Maître Prosper Farama évoque par ailleurs la vague de violences consécutives à l'assassinat de Norbert Zongo. Pour lui, la répression des manifestants était assurée par le ministre de la Sécurité d'alors, Djibril Bassolé. Avant de clore son propos, Maître Prosper Farama a battu en brèche les affirmations de certains avocats de la défense qui ont évoqué un procès non équitable, un procès des faibles et un procès où ce n'est pas la vérité qui est recherchée. À la suite de Maître Prosper Farama, c'est Maître Zarata Ouedraogo qui prendra la parole pour sa plaidoirie. Pendant plus de 2 heures, elle s'est contentée de faire la chronologie des événements avec pour fil conducteur le général Gilbert Diendéré du 16 au 29 septembre en tenant compte des déclarations des accusés, des témoins, des victimes et des pièces à conviction. Elle a aussi reconstitué les faits suite à l'examen des écoutes téléphoniques. Pour sa part, Maître Ali Néa s'est intéressé à 2 infractions, l'attentat à la sûreté de l'État et la trahison. Sur les 11 personnes accusées des faits d'attentat à la sûreté de l'État, l'avocat plaide pour que le tribunal les reconnaisse coupables et les retienne dans les liens de la prévention. Il en est de même du général de brigade Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé qui sont accusés de trahison. L'audience a été suspendue et reprendra ce mercredi, toujours avec les plaidoiries des avocats des parties civiles. Tour à tour, ce sont Maître Oumarou Ouedraogo, Maître Séraphin Somé et Maître Awa Sawargo, des parties civiles qui ont fait les plaidoiries au cours de l'audience de ce jour. Prenant la parole premièrement, Maître Oumarou Ouedraogo, constitué partie civile pour soigner les intérêts de l'ancien directeur général de la radio Omega et des biens de la dite radio après un rappel de ce qui s'est passé dans la soirée du 16 septembre 2015 à la radio Omega, a déclaré qu'il y a bel et bien eu dégradation volontaire aggravée de biens. Pour lui, cette infraction est caractérisée et ne fait aucun doute, puisque selon lui, des accusés ont reconnu s'être rendus à la dite radio pour interrompre les émissions. Il pointe du doigt ainsi les accusés Amidou Parbelem et Lamoussa Badoum d'être auteurs des incendies à la radio Omega. Il plaide ainsi
que ces accusés soient condamnés conformément à la loi puisque leur culpabilité est avérée selon lui. Après lui, c'est Maître Séraphin Somé de faire ses plaidoiries. Pour ces faits, l'avocat se donne la tâche de convaincre le tribunal que les accusations de complicité d'attentat à la sûreté de l'État reprochées aux accusés sont constituées. Selon lui, de l'accusé Adama Ouedraogo Didamis à l'accusé Limon Kajak, en passant par les accusés Minata Gelware, Léonce Kone, Herman Yamiogo, Mamadou Traoré, Fatoumata Diawara, tous ont posé des actes constitutifs de l'infraction de complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Il plaide de ces faits que ces accusés et le groupe des jeunes officiers de l'ex-RSP poursuivis pour la même infraction soient punis conformément à la loi. Toutefois, il a plaidé en faveur des jeunes officiers de l'ex-RSP, en l'occurrence les lieutenants Alioune Gorgo, Abdoul Kadri Dianda, Relwende Compaoré, pour la courtoisie et l'humilité dont ces derniers ont fait preuve lors de leur audition par le tribunal militaire. Pour terminer, l'avocat, tout en souhaitant que justice soit rendue, a déploré ce qu'il a qualifié de soif de pouvoir et de revanche du général Gilbert Dendéré, qui a abîmé et détruit la vie de ces hommes en les embarquant dans un conflit qui leur est totalement inconnu. Après Maître Somé Séraphin, c'est Maître Awa Sawargo qui ferme l'audience avec ses plaidoiries. Pour ce qui la concerne, elle a pour sa part démontré les éléments constitutifs des infractions de meurtre et de coups et blessures volontaires reprochées à certains accusés. Pour elle, ces infractions étant des infractions de conséquence de l'infraction initiale qui est l'attentat ou la complicité d'attentat à la sûreté de l'État, il est tout à fait clair que ces infractions sont caractérisées. Elle a, tout comme ses prédécesseurs, plaidé à ce que ceux qui sont reprochés pour ces infractions soient punis conformément à la loi. L'audience reprend le vendredi prochain au tribunal militaire. L'audience de ce vendredi 14 juin s'est poursuivie avec les plaidoiries des avocats de la partie civile. Dans sa plaidoirie, Maître Yanogo fait savoir que l'objectif du coup d'État était de confisquer la démocratie et d'usurper la souveraineté du peuple. Il poursuit son intervention en faisant un procès de l'ancien régime de 1987 à 2014. Il relève que militaires et civils ont été tués sous ce régime. Pour l'avocat, le général Gilbert Dendéré avait deux buts en perpétrant le coup. Le premier était de châtier, corriger et éliminer ceux qui ont soutenu l'insurrection populaire. Il illustre cela par les écoutes téléphoniques entre Guillaume Soro et Djibril Bassolé, où il était question d'assassiner certaines personnalités. Quant au second but, il s'agissait de restaurer le pouvoir déchu et cela s'est manifesté par les mouvements de soutien au coup d'État dont le chef de file était le parti au pouvoir de l'époque, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Maître Pierre Yanogo n'a pas manqué de se prononcer sur la réconciliation nationale et la justice transitionnelle. On a fait croire qu'il y a des crimes impunis de 1960 jusqu'à nos jours, mais c'est faux, a-t-il laissé entendre. Il cite en exemple les jugements des anciens présidents Sangoulé Lamizana et Seyz Herbo. Et l'avocat de saluer la tenue du procès et de demander au président du tribunal d'appliquer les lois dans toute sa rectitude. Un autre avocat de la partie civile, à savoir Maître Guy Hervé Kam, lui déclare que l'acte posé par les accusés est un acte moralement intolérable et juridiquement condamnable. Il indique également que ce procès n'est ni celui du RSP, ni celui du régime Compaoré, ni une vengeance. À ceux qui pensent qu'il est question d'une vengeance, l'avocat considère cela comme un outrage à l'honneur du président du tribunal. La vengeance est un acte individuel, l'État ne se venge pas, note-t-il. Selon lui, s'il s'agissait de vengeance, les accusés seraient sommairement exécutés depuis le 29 septembre 2015. Maître Kam soutient également qu'il ne s'agit pas d'un procès politique, car on ne juge pas les accusés pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils ont fait. Être opposant n'est pas une prime à l'impunité, fait-il savoir. Les plaidoiries de la partie civile ont pris fin ce vendredi et l'audience a été suspendue. Elle reprend le lundi 17 juin à 9h avec les réquisitions du parquet. Pour les organisateurs de cette 5e journée internationale de sensibilisation à l'albinisme célébrée au Burkina, les personnes atteintes d'albinisme sont confrontées à divers problèmes de santé liés à la déficience visuelle et le cancer de la peau.
Elles sont aussi victimes d'une stigmatisation qui nécessite une prise en charge psychologique et de réadaptation. Fabéré Sano, le président de l'ABIPA. Les témoignages nous viennent de partout, de nos membres, des parents et même des médecins qui sont les spécialistes. On remarque bien sûr une diminution des cas de cancer de peau par les médecins, ils nous l'ont avoué hier, et cela est à mettre vraiment à l'actif des moyens de sensibilisation qu'on a mis en place sur le terrain pour quand même apporter un message aux personnes albinos et à la communauté afin qu'il y ait un changement de comportement pour une meilleure prise en charge des personnes albinos. Présent à cette cérémonie, le représentant de la ministre en charge de la Santé a souligné que des services de santé, notamment la dermatologie et l'ophtalmologie, sont en place pour la prise en charge des personnes albinos. Bernard Ilboudou. Le ministère de la Santé a créé depuis 2017 une nouvelle direction consacrée donc à la question des maladies non transmissibles, avec en tête les maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle, mais aussi les cancers. Et c'est dans ces casiers que nous rangeons l'albinisme. Ça, c'est pour ce qui est connu. Alors, les principaux acteurs sur le terrain qui offrent des soins, c'est les services de dermatologie et les centres de lutte contre la cécité, les services d'ophtalmologie qui s'occupent donc des principales questions qui impactent la santé des personnes albinos. Le président de l'ABIPA a saisi cette occasion pour interpeller le gouvernement en vue de l'institution d'une unité de fabrication de crème solaire accessible à toutes les personnes albinos. La rétrospective de la semaine. Après la transmission de leur dossier au gouvernement par le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun, les militaires et policiers radiés de 2011 disent n'avoir toujours pas de réponse favorable concernant leur situation. Ceux-ci déclarent ne pas comprendre l'attitude des autorités en dépit des différentes promesses faites par celles-ci. Arnaud Kinane, chargé à la communication des policiers et militaires radiés. Le Ashkroun a eu à déposer son rapport final à la date du 23 mai 2018. Après quelques mois, nous nous sommes rendus au Ashkroun pour avoir les nouvelles de la suite du dossier. L'institution nous dit qu'eux, ils n'ont plus rien à dire parce qu'ils ont fini le traitement et ça est sur la table du gouvernement. Des semaines encore qui suivaient, nous n'avons pas une suite. Nous nous sommes rendus pour déposer des demandes d'audience pour voir son excellent monsieur le Premier ministre. Cette demande n'a pas été accordée. Pour une deuxième fois, nous avons déposé une autre demande, ça n'a pas été accordé. À en croire ces derniers, les promesses du chef de l'État de résoudre leurs préoccupations ont plutôt aggravé les choses. Mahamadi Tidiga, porte-parole. Avec les différentes sorties médiatiques par rapport à notre dossier, le passage du président au niveau des stations radio, donc ça fait que ça a contribué à même aggraver la situation. Pourquoi on dit ça? Parce que vous allez voir des gens qui travaillent ailleurs, ils ont eu des fins de contrat, mais vu que par exemple les patrons vont savoir que non, le président même du Faso a dit que non, dans peu de temps normalement ça doit aller par rapport à leur cas. Donc il y a beaucoup qui n'ont pas vu leur contrat être renouvelé à quelque part. Il y en a qui travaillent comme vigile à quelque part, il y en a qui se débrouillent également à quelque part. Donc, c'est une confusion totale, quoi. Selon les conférenciers, le gouvernement a, à travers le Ashkroun, annoncé que leurs problèmes trouveraient une solution d'ici la fin du mois de juin. Et ceux-ci d'espérer que cette fois-ci, ce sera la bonne. 5 étudiants grièvement blessés, une vingtaine d'autres interpellés, bastonnés puis relâchés. C'est le bilan d'une répression abattue sur les étudiants du Centre universitaire polytechnique CIP de Dori le 6 juin dernier. À en croire le président du comité d'initiative du CIP de Dori, cette répression conduite par le chargé de mission Li Ibrahim serait partie du refus des étudiants du CIP de composer des devoirs programmés de façon anarchique. Gibrila Amadou Diagne. Quand il est venu, on a demandé d'abord à le voir, discuter pour trouver des terrains d'entente. Nos délégués sont partis. Il a dit, lui, il n'est pas là pour nous écouter. Quand il a commencé à faire l'appel, nous, on l'a juste dit, nous, on ne va pas composer les devoirs. Donc déjà, il y avait beaucoup de tension. Puis quand il a fini l'appel en mine, il est venu en élevage. Les camarades en mine, les forces de l'ordre les frappaient déjà. Moi-même, j'étais à côté du chargé de mission avec un camarade, juste pour essayer de communiquer avec lui, pour qu'il résolve la situation. Il ne faut pas que la situation va arriver là où elle est. Il a refusé catégoriquement de m'écouter. Devant moi,
il a ordonné au commandant qu'il faut les mater. Le commandant aussi a dit à ces éléments chargés et c'est comme ça la situation s'est décantée. Pour le président de l'UJEB, cette intervention policière est une violation des franchises universitaires et vise des objectifs inavoués. Ismaël Traoré. À l'étape actuelle, il se promène avec la compagnie républicaine de sécurité dans un espace universitaire. Dans notre déclaration liminaire, nous sommes revenus là-dessus. Les forces répressives ne doivent intervenir sur un site réservé pour des étudiants, à moins qu'il n'y ait un danger qui menace en tout cas la vie et la propriété. Mais est-ce qu'à l'étape actuelle, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a un danger aujourd'hui au sein du CUP Tori? La réponse au niveau de l'UJEB, c'est bel et bien non. Mais pourquoi le sieur Li Ibrahim continue toujours de réprimer nos étudiants avec ces forces-là et sur le campus? Nous pensons qu'il y a bien sûr un agenda caché. C'est pourquoi il invite le chargé de mission à se départir de ce type de comportement et à se ressaisir. Pendant que tout le monde pense que le Burkina traverse une période défavorable, il se trouve des personnes comme le sieur Li, grisé par sa nomination pour en rajouter en se comportant en véritable apprenti fasciste. C'est l'occasion pour le comité exécutif de l'UJEB et le comité d'initiative de Tori de l'inviter à se ressaisir et à savoir que rien ni personne n'arrêtera l'UJEB dans sa noble lutte de défense ferme des intérêts matériels et moraux des étudiants burkinabés. Les conférenciers ont par ailleurs déploré les conditions de vie et d'études difficiles marquées par le manque de sites des restaurants universitaires de lignes de transport au CIP Dori. Ils ont également déploré la décision de suspension des cours jusqu'à nouvel ordre depuis le 10 juin dernier par le chargé de mission. Les étudiants burkinabés, à travers leurs organisations de lutte, ont toujours participé à l'animation de la vie politique au Burkina Faso. Cet engagement se décline en plusieurs axes selon l'animateur de cette conférence, Soumaïra Sessouma. La première forme d'engagement politique que l'étudiant ou tout autre citoyen peut faire, c'est l'apolitisme. Nous avons fait le constat qu'en réalité, c'est la mauvaise forme d'engagement politique. La deuxième forme d'engagement, nous avons vu l'engagement politique à travers, bien évidemment, les partis politiques. La troisième forme d'engagement que nous avons souhaité pour les étudiants, pour l'instant, en réalité, c'est l'engagement politique à travers les organisations de veille citoyenne. Donc, ces organisations de veille citoyenne, on estime qu'en réalité, elles ont fait un travail formidable pour notre pays. Pour le secrétaire général de la faculté de droit de l'université Saint-Thomas d'Aquin, USTA, le thème de la conférence a toute son importance. Abdul Rachid Kiemde. La conférence sur la participation de la jeunesse burkinabé à la vie politique nationale, enjeux et perspectives. Qu'est-ce que la jeunesse gagnerait à s'engager en politique, dans la vie sociale, dans la vie communautaire? Quels sont les avantages et quels sont les enjeux? C'est cela que nous avons voulu donc étudier, analyser, et nous avons voulu qu'au sortir donc de cette conférence, chaque étudiant soit à mesure de déterminer quels sont les avantages qu'ils auront à s'engager fermement dans le développement de leur communauté. Un objectif qui semble avoir été atteint au regard de l'appréciation de certains participants. C'était à la hauteur de mes attentes parce que j'ai su un peu mon rôle à jouer dans la vie politique de mon pays. J'ai pu retenir que notre engagement en tant qu'étudiant, c'est très important. J'ai pu retenir aussi que nous avons plusieurs manières de nous engager. Nous pouvons nous engager soit directement en intégrant des partis, tout comme nous pouvons nous engager dans d'autres associations. Cette conférence publique est l'une des activités de la semaine du juriste organisée par les étudiants de la faculté de droit de l'USTA. Plusieurs autres activités sont également au programme durant cette semaine qui va du 10 au 14 juin 2019. Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Il est environ 10h30 en ce lundi 10 juin 2019, quatrième jour de l'opération Caisse Vide lancée par le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale SINCHA. Nous sommes au service des urgences. Munis de bouts de papier blanc, certains usagers déclarent n'avoir pas déboursé le moindre centime. Non, sauf les ordonnances que moi j'ai payées, sinon moi je n'ai rien donné comme l'argent concernant en tout cas mon malade.
consultation non-générienne payée. Autre service, même constat. Cette fois-ci, nous sommes au laboratoire de biologie. Des patients ont également pu faire leurs examens gratuitement. Je n'ai pas été à la caisse. Mais les agents, ils vous ont dit quoi? Ils n'ont rien dit, ils nous ont conduit de venir au laboratoire. Quand on est venu, nous n'avons rien demandé comme l'argent, comme paiement. Donc ça a été gratuit. Ce qui est sûr, moi je viens d'arriver tout de suite. Quand j'ai donné, on ne m'a pas réclamé quelque chose. Aucun reçu n'est exigé, nous confie cet agent de santé. Depuis ce matin, nous n'avons pas vu quelqu'un passer à la caisse. Voilà, sur les bulletins, nous présentons un reçu de la caisse. Non. Vous n'exigez pas? Non, nous n'exige pas. En dépit de l'opération caisse vide, certains ont cependant déjà fait un tour au guichet, à l'instar de Alassane Ouedraogo. Celui-ci dit n'avoir pas été informé de la dite opération. Oui, moi j'ai payé quelque chose. 2000 francs pour une consultation. Moi je suis parti pour payer. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de la monnaie. Je me suis arrêté à quelqu'un qui est venu. J'ai payé. Arrivé là-bas, que j'ai compris qu'on ne paye pas. Or que moi j'ai déjà payé. N'étant également pas au courant, d'autres sont alignés devant le guichet pour le paiement. Les caissiers, quant à eux, se refusent à tout commentaire. Arrivé à la direction, nous on n'a pas le droit de communiquer là-dedans. Non, mais vous recevez quand même des patients. Non, on s'abstient à tout commentaire. Allez à la direction et il va vous répondre. Dans un communiqué, le gouvernement a assimilé le mouvement du Sincha à une action de grève. Relativement à l'opération caisse vide, il attire l'attention du syndicat sur des dispositions du code pénal relatives aux exonérations et franchises illégales qui pourraient être appliquées. La rétrospective de la semaine. Pancartes et banderoles en main, les travailleurs des médias publics à travers ces slogans dénoncent la lenteur du gouvernement quant au changement du statut de ces médias en société d'État. Partis du siège de la radio-diffusion-télévision du Burkina RTB, ils ont mis le cap sur le premier ministère en passant devant le site de l'ancienne Assemblée nationale pour transmettre un message au chef du gouvernement. Siriki Dramé, secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture sinatique. Les travailleurs ont été surpris par la décision du gouvernement qui préconise encore des réflexions approfondies en dépit du long temps déjà mis pour aboutir aux propositions pertinentes et consensuelles de la commission mixte. Ils manifestent leur mécontentement et leur désapprobation du traitement réservé à leurs préoccupations. Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour les travailleurs, une telle décision est un recul grave dans la volonté du gouvernement d'opérationnaliser le statut de société d'État conformément aux lois sur les médias de 2015. Sinon, comment comprendre l'attitude de l'exécutif qui semble ignorer purement et simplement les recommandations d'une commission mixte qu'il a lui-même mise en place pour le suivi du processus? Le chef du gouvernement étant absent, c'est son directeur de cabinet qui reçoit le message et promet de le transmettre à son destinataire. Au nom du Premier ministre, comme vous le savez, qui est actuellement en déplacement à Genève, je récupère donc en tout cas le cahier de doléances ou bien votre mot qui lui a adressé et je peux vous assurer que je vais remettre à qui de droit. À l'issue de la marche, les travailleurs se sont retrouvés de nouveau devant la RTB pour poursuivre leur sitting de 48 heures, débuté le mercredi 12 juin 2019. Cette rencontre entre le gouvernement et le syndicat national des gestionnaires des ressources humaines SINA-GRH, censé faire baisser la fièvre, s'est soldée par un échec. Selon le syndicat, le document proposé par le gouvernement n'a pas pris en compte tous les points de revendication. L'autre pomme de discorde concerne le groupe de travail sur la détermination de la prime de motivation. Le SINA-GRH souhaite, avant d'y prendre part, que 3 préalables soient pris en compte. Dans un premier temps, que les travaux du groupe commencent dès le mercredi 12 juin prochain et que les conclusions soit déposée au plus tard le 20 juin 2019. Deuxièmement, le syndicat exige qu'au plus tard le 26 juin, le Conseil des ministres adopte un décret portant création de la dite prime. Enfin, que la date d'effet de cette prime soit le 1er janvier 2018.
Dans son message à l'issue de la rencontre, le Bureau national du syndicat soutient que sur ces préalables, les représentants du gouvernement ont opposé un refus, estimant que la prise du décret relève des prérogatives du Premier ministre et du président du Faso, chose rejetée par le syndicat qui finira par claquer la porte. Le SYNAGRH se dit ainsi convaincu que le gouvernement ne joue pas franc jeu. En attendant la reprise des échanges, il invite les GRH à paralyser tous les services, passant ainsi selon le syndicat de 1% des tâches effectuées depuis le déclenchement du mouvement à 0%. Plus de participation donc aux ateliers, missions, travaux ou autres commissions. Les gestionnaires ne participeront pas également aux activités 2019 des concours de toute nature que ce soit. Une assemblée générale extraordinaire du syndicat est en vue pour le samedi prochain. Le village artisanal de Ouagadougou se meurt et nous disons non. Nous ne voulons pas être laissés pour compte. Ce sont entre autres messages qu'on pouvait lire sur les pancartes tenues par les travailleurs ce mercredi matin devant le dit village artisanal. Il s'agit d'un sit-in du personnel administratif de la société. Différentes raisons expliquent la tenue de ce sit-in selon le porte-parole du personnel, Abraham Diao. Depuis 2000, le village artisanal n'a pas de statut juridique. Nous n'avons pas de statut de personnel. Ça veut dire que le personnel qui est là, qui est entré en 2000 au même poste, il n'avance pas, il a le même salaire. Il y a également que depuis quelques années, les activités du village artisanal sont au ralentissement, sinon à l'arrêt, parce que nous avons un problème financier. À l'en croire, les échanges entre le personnel et les responsables du village n'ont pu satisfaire leurs points de revendication. Nous avons la chance d'avoir au moins une oreille de nos responsables. Il y a la présidente du conseil de gestion qui nous a reçus, qui nous a écoutés. Il y a également le secrétaire général du ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat qui nous a reçus hier. On a longuement échangé, même si on n'était pas satisfait. Le dialogue n'est pas rompu, on continue toujours de discuter. Ce sit-in est prévu pour durer 72 heures à compter de ce mercredi 12 juin. Il se tient de 7h30 à 12h. Ce sondage d'opinion des populations sur l'action globale du chef de l'État mené par le Centre pour la gouvernance démocratique CGD s'est tenu sur toute l'étendue du territoire du 1er au 10 juin 2019. Ainsi, la note de 4,72 sur 10 a été attribuée au chef de l'État dans sa gestion globale. Une note qui s'explique en général par la dégradation de la situation sécuritaire. Issoufou Nana, membre du CGD. La satisfaction des citoyens sur la mise en œuvre de ces engagements, il y a un facteur principal aujourd'hui qu'il faut noter, c'est la sécurité. C'est un facteur vraiment de cette insatisfaction des citoyens, avec tout son corollaire que nous notons d'exode rural, de crise humanitaire généralisée. Donc, avec cette insécurité, les citoyens n'arrivent pas à mener leurs activités. Ça a un impact sur toute l'activité économique, que ce soit au niveau agricole, que ce soit au niveau de l'élevage. Et donc, cela pourrait expliquer cette note que les citoyens donnent. Outre ces points d'insatisfaction, le CGD dit avoir également relevé des points de satisfaction de la gestion du président. Tout n'est pas aussi sombre comme on le pense. C'est bien vrai, avec le contexte sécuritaire, ça impacte un peu l'opinion des citoyens. Mais il faut noter que les citoyens notent, par exemple, les réalisations d'infrastructures, que ce soit au milieu scolaire, par exemple, dans le domaine de l'éducation. Les infrastructures sont réalisées dans le cadre de la construction des écoles. Quand on prend la gratuité des soins, il y a des difficultés dans sa mise en œuvre. Les citoyens même le notent, mais ils apprécient en fait cette action-là. Il y a des initiatives dans le domaine de la lutte contre la menace terroriste. L'opération Otampono a été beaucoup citée. Il y a par exemple également la promotion des produits locaux avec le port du Faso d'Anfani par le chef de l'État. Ce sont environ 3000 citoyens qui ont été concernés par le sondage du CGD.